Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Olivier aussi. Merci David, bonjour. Bonjour, bienvenue pour plusieurs heures de débat. Demain, l'agriculture, la souveraineté agroalimentaire. Aujourd'hui, un plateau très riche, des débats très variés. On va avoir des invités qui viennent de tous les horizons. Des politiques, des experts, des gens qui travaillent dans l'agroalimentaire, qui sont à la fois producteurs, transformateurs, distributeurs, des multinationales comme des petites marques, de Nestlé à c'est qui le patron. Absolument. Des avocats, des experts. On va mélanger à la fois expertise, débat sur un sujet qui s'est imposé il y a à peu près un an, au tout début du confinement, souveraineté agroalimentaire. Il y a un an, on avait peur de manquer de nourriture. Finalement, tout s'est bien passé, mais la question a été soulevée au début du confinement il y a un an. Est-ce que la France est une vraie grande puissance agroalimentaire capable de faire face à tous ses besoins? Et est-ce qu'il faut changer certaines choses dans le débat, dans l'équation économique, pour être une plus grande puissance agroalimentaire? C'est tout ça dont on va parler ce matin, avec des tables rondes, des keynote speakers, comme on dit quand on veut faire quelques anglicismes. Et je te confie le premier invité du matin. Absolument. Pour rentrer dans le vif du sujet, lever de rideau. À tout de suite. Parfait, merci, bonjour à tous, merci David. Le sujet, donc, souveraineté alimentaire, qui s'est imposé dans le débat, comme David vous l'a expliqué. C'est un sujet au sein des Échos, avec le fameux think tank Agri-Agro que l'on traite déjà depuis longtemps. Je vous propose d'accueillir notre premier invité, Jérémy de Serles. Jérémy. Bonjour. On a une petite musique qui doit arriver pendant ce temps-là. Bonjour Jérémy. La musique n'est pas là. Je remercie... Jérémy de Serles. Jérémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, vous êtes évidemment dans la commission agriculture et développement durable. Vous avez été président des jeunes agriculteurs de 2016 à 2019. Je compléterai en disant que vous avez 36 ans. Et pour compléter la présentation, êtes-vous toujours agriculteur finalement, puisqu'il fallait l'être pour être président des jeunes agriculteurs? Ce n'est pas nécessaire pour être député européen. Donc êtes-vous agriculteur, Jérémy? Oui, je suis encore agriculteur. J'ai quitté mes vaches ce matin, j'ai quitté l'exploitation ce matin pour vous rejoindre ici. Alors je suis sans doute un agriculteur un peu particulier, atypique, mais j'ai toujours mon exploitation. Vous êtes basé où? Et vous Donc en Saône-et-Loire, et je suis producteur de viande. J'élève des vaches charolaises. En Saône-et-Loire, on peut difficilement faire autre chose que des charolaises de toute façon, je crois. Compliqué. Sinon, on est assez mal vu. Bon, première question. Alors, je ne sais pas si je m'adresse de fait aux députés européens ou à l'agriculteur, mais est-ce que, à vos yeux, la souveraineté alimentaire est aujourd'hui menacée? Je pense qu'en tout cas, la question doit être posée, et on doit y répondre le plus sérieusement possible, avec le plus de rationalité possible aussi, en mettant de fait en avant à la fois les attentes sociétales, mais aussi les capacités, notamment du secteur agricole, à pouvoir continuer à alimenter correctement la population. Mais est-ce que ces capacités sont aujourd'hui de nature à pouvoir affirmer que la souveraineté alimentaire n'est pas en danger? Je me rappelle quand même qu'il y a un an, on s'interrogeait. Est-ce que la souveraineté alimentaire est en danger ou pas? Exactement, il y a un an, on s'est posé la question, on a été très inquiets. On a vu que la solidité quand même du secteur à pouvoir répondre à ces inquiétudes, à pouvoir du coup alimenter le concitoyen. Mais par contre, voilà, le fait qu'on ait eu des inquiétudes nous oblige à quand même renforcer encore ce secteur-là, renforcer encore la qualité alimentaire et aussi la quantité. Donc voilà, ça pose de réelles questions sur lesquelles nous devons tous pencher, société, politique et puis bien sûr professionnels. Et la filière agri-agro, bien évidemment. On va beaucoup parler de souveraineté alimentaire toute la matinée. Quelle en est votre définition? Parce que j'ai l'impression que la définition peut varier
suivant l'endroit où on est dans la filière, que l'on soit agriculteur, transformateur, distributeur ou aussi évidemment politique. La vôtre, c'est quoi ? Je pense que vous avez exactement bien résumé le sujet. Suivant où on se place, on peut avoir une définition un peu particulière sur le sujet. Je pense que la souveraineté alimentaire, c'est notre capacité à répondre aux attentes sociétales en matière d'alimentation, autant sur la qualité que sur la quantité. Donc la capacité à ce que les assiettes soient remplies. Pour faire simple, c'est ça. Et de bonne qualité. Voilà. Ça se regarde à l'échelle française ou à l'échelle européenne. Alors, question un peu piège, parce que vous êtes et agriculteur français et député européen. Votre grille de lecture de la souveraineté alimentaire, elle se fait à quelle échelle ? Eh bien justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, suivant où on se place, quand on est agriculteur, producteur, transformateur, distributeur ou politique, c'est pareil, il y a des réponses à apporter au niveau français, au niveau national, et des réponses à apporter au niveau européen. Donc les questions à se poser aux différents échelons peuvent être effectivement différentes, mais on doit réussir à combiner et à rendre cohérentes les politiques nationales sur le sujet et les politiques européennes. Et ça, c'est un véritable enjeu, un véritable défi aussi. Le sens de ma question était évidemment un peu vicieux derrière, mais c'était pour avoir votre avis sur le sujet suivant. Est-ce que dans l'absolu, si la totalité de l'alimentation de l'Union européenne était faite à l'Est, parce que compétitivité plus élevée, parce que des capacités qui sont objectivement en plein développement, je pense à la Pologne par exemple, et que la France ne produise plus, est-ce que finalement ça irait quand même ? Parce que du coup, la souveraineté alimentaire européenne serait assurée, mais sans une capacité de production en France. Est-ce que ce monde-là, il vous irait quand même ? Je pense que ça irait pas de fait, parce que il y a une diversité des productions dans chacun des États membres de l'Union européenne, aussi des capacités de production différentes dans chacun des États membres européens, et je pense qu'on a besoin justement de toute cette panoplie de possibilités. J'ai envie de reprendre Edgar Pizzani qui disait on aura besoin de toutes les agriculteurs, on aura besoin de toutes les agricultures du monde pour nourrir le monde. Eh bien, je pense que il faut réfléchir en ce qui nous concerne au niveau européen, peut-être dans un premier temps, mais en s'assurant de la bonne déclinaison dans les États membres de la politique ou de la vision européenne. Je voudrais vous faire réagir sur quelques chiffres, qui, je l'ai pris à la volée comme ça, mais qui disent quand même beaucoup de ce qu'on pourrait appeler quand même le recul de la ferme France. Je prends l'exemple des fraises qui arrivent en ce moment sur les étals. On en consomme à peu près 120 000 tonnes en France, on en produit 30 000. On produit 25% de ce que l'on avale en fraises. En fruits et légumes, plus généralement, plus de 50% de ce que l'on consomme est importé. Je regardais les surfaces, c'est-à-dire notre capacité à produire. En maraîchage, en 20 ans, on a perdu plus de 10%. Si je prends uniquement les vergers, c'est-à-dire les fruits, les pommes, les pêches, on a perdu 7% de capacité. Est-ce que malgré tout, on ne peut pas dire que la ferme France est en recul et que ça atteint notre souveraineté alimentaire française ? En tout cas, on ne peut pas ne pas se servir des chiffres que vous venez d'exposer. Et il faut bien sûr, pour rebondir, pour s'assurer justement cette souveraineté, il faut qu'on regarde, qu'on analyse ces chiffres-là, qu'on explique le pourquoi. Ils sont terribles en fait, parce qu'ils montrent que la France voit sa souveraineté alimentaire baisser. L'Europe, ça va, mais la France, ça va pas. Voilà pourquoi aussi il faut réfléchir au niveau européen et pourquoi il faut réfléchir aussi au niveau français. Et comment on coordonne tout ça ? Je ne sais pas si si tous nos auditeurs ou en tout cas téléspectateurs connaissent le sujet au niveau européen, mais il y a une stratégie qui est en train d'être discutée qui s'appelle la Farm to Fork Strategy, de la ferme à la table. Il y a une volonté justement de renforcer le secteur alimentaire en essayant de coordonner un peu mieux les politiques alimentaires. Et les chiffres que vous donnez sont assez frappants pour justement nous faire réfléchir et nous faire sans doute produire différemment, en tout cas reproduire, peut-être essayer de rattraper un petit peu ce qu'on a perdu. Est-ce qu'on peut espérer inverser ce mouvement-là sans une remise à plat dans les conditions de production et dans cette fameuse équité dans les conditions de production ? Vous êtes député européen, c'est a priori à ce niveau-là que ça se passe. Est-ce que c'est à vous, au Parlement européen, de mettre les conditions de production totalement équitables? Je pense que pourquoi c'est pas fait en fait? Je pense que c'est indispensable qu'on européanise
un maximum de choses justement sur les questions de conditions de production. Et pourquoi ce n'est pas fait ? Parce que vous savez aussi bien que moi comment se construit l'Europe. Il y a encore beaucoup de disparités entre pays, entre les derniers entrants et les premiers qui ont été à la création de l'Europe. Voilà, il y a eu un développement bien différent. Et donc, je pense que dans la politique agricole qu'on est en train de réformer en ce moment, on essaye justement de ramener un peu plus de cohérence et un peu plus d'Europe finalement, un peu plus de communalité aussi dans la PAC. Et ça, faut que vraiment on creuse encore et qu'on ait le courage vraiment de le faire, quoi. Mais c'est pas toujours facile. Vous avez dit le Parlement doit faire ce travail-là. Effectivement, le Parlement doit faire ce travail-là. La Commission européenne doit aussi y mettre du sien. Et puis bien sûr, les États membres doivent aussi avoir le courage, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'ambitions aussi européennes autour de l'environnement, du climat et de la lutte contre le changement climatique notamment. Pour atteindre tous ces objectifs-là, toutes ces ambitions-là, il faudra aussi que le secteur agricole se réorganise au niveau européen. Tant sur les moyens de production que sur les contraintes, que sur l'environnement. Est-ce que vous pensez que vos collègues députés européens polonais, par exemple, ou d'autres pays, j'ai rien contre les Polonais bien sûr, mais c'est pour simplifier le débat, est-ce que vous pensez que vos collègues députés européens de ces pays où les conditions sont plutôt avantageuses comparées à celles qui pèsent sur les agriculteurs français, est-ce qu'ils ont envie de cette forme d'équité, parce que ça leur va très bien à eux aujourd'hui? Je ne pense pas qu'ils aient vraiment envie, mais je pense que nous devons avoir la conviction d'aller justement débattre avec eux et les convaincre justement. Vous auriez une baguette magique aujourd'hui et vous seriez, je sais pas, commissaire européen à l'agriculture ou ministre de l'agriculture en France, peu importe, mais en gros cette idée d'avoir totalement des leviers, ou en tous les cas encore plus que député, vous feriez quoi avec cette baguette magique pour atteindre cet objectif de souveraineté alimentaire ? J'essayerais modestement, hein, mais de faire en sorte... Avec une baguette magique, on peut être fou. Oui, c'est vrai, on peut être fou, mais voilà, je préfère rester modeste quand même, mais j'essayerais de faire en sorte que l'Europe apporte une vision globale aux secteurs d'activité qui vont être concernés par ce défi de la souveraineté alimentaire et n'apporte pas une réponse que réglementaire, une réponse de politique globale. On traite des sujets au niveau du Parlement européen qui, à mon avis, devraient être traités même au sein d'une région ou d'un département. Et je trouve que ce n'est pas assez comme ça aujourd'hui et j'aimerais qu'au niveau agricole, on puisse, plutôt que d'imposer une réglementation un peu spécifique à telle ou telle production depuis Bruxelles, j'aimerais mieux qu'on définisse une stratégie, une direction pour l'agriculture, pour l'alimentation, un peu plus globale, en donnant la possibilité, la capacité aux États membres d'atteindre les objectifs globaux qu'on se fixe à Bruxelles. Ça, je pense que c'est quelque chose que nous devons améliorer. Un peu moins, je le dis, de technocratie, un peu plus de politique globale, et puis je pense que les agriculteurs et les secteurs concernés sauront nous emmener dans la bonne direction. Une petite dernière question, je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé il y a une semaine, une dizaine de jours, ce fameux arrêt du Conseil d'État qui dit en gros à la demande de Lactalis que la France ne peut plus imposer l'affichage de l'origine du lait sur les produits laitiers. Vous étiez à la manœuvre côté syndical lorsque Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, avait obtenu, et d'ailleurs de haute lutte, auprès de la Commission d'avoir ce droit à l'expérimentation pour l'obligation de l'affichage de l'origine sur le lait et sur la viande. Le Conseil d'État vient de donner tort et du coup, désormais, on est en train de voir une reculée sur la transparence, sur l'affichage de l'origine. Comment vous lisez ce sujet-là? Parce que c'est quand même quelque chose qui va à contre-courant de ce que les agriculteurs, notamment français, demandaient pour être plus souverains, tout simplement. Vous l'avez dit, j'avais des responsabilités à l'époque. Donc vous étiez pour cette démarche-là. Vous l'aviez même largement. Et si à l'époque Stéphane Le Foll a mis la pression au niveau européen, c'est parce qu'il avait aussi la pression de la profession en France, enfin de la profession en tout cas, du syndicalisme. Donc l'avis du Conseil d'État, il vous a consterné alors? L'avis du Conseil d'État me consterne. Et ce qui me consterne le plus, c'est aussi, alors qu'on est en train de discuter de ces sujets-là d'étiquetage au niveau européen, la Cour de justice européenne
à une réglementation qui quasiment impose au Conseil d'État de réagir comme ça et de donner cet avis-là. Donc, j'ai pas envie de dire c'est à cause de l'Europe, parce que pour moi... mal placé. Non, mais voilà, mais oui. Parce que pour moi, le plus gros fautif et celui qui nous fait finalement reculer, c'est quand même Lactalis, malheureusement. C'est quand même un peu... c'est le droit, c'est pas Lactalis. Non. Lactalis est dans son droit, non. finalement. Oui, mais c'est lui qui nous fait reculer. Lui, il est dans son droit. Moi, je veux bien, mais sauf que on voit bien aujourd'hui qu'il y a quand même une bataille féroce entre la production, la transformation et la distribution sur la construction finalement des prix agricoles. Et au même moment, alors qu'on sent que c'est dur, Lactalis, pousse pour qu'on recule, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Je dis pas qu'il est pas dans son droit, sauf que ça donne pas une belle image et ça donne pas un bon signal pour les agriculteurs et notamment pour ce que l'Europe veut essayer de faire en matière d'information aussi du consommateur. Dans le cas de Lactalis, ça permet peut-être aussi que d'autres pays européens ne fassent pas la même chose que la France. Je pense à l'Espagne où Lactalis exporte beaucoup de produits laitiers fabriqués en France avec du lait français. Pour le coup, peut-être qu'on peut le voir une façon pour Lactalis aussi de se préserver, parce que si demain les Espagnols demandent du lait espagnol, il n'y en a pas beaucoup, mais il faudra en trouver quand même dans ces produits laitiers, les positions de Lactalis reculeront et la France avec. Donc vous voyez, c'est jamais aussi simple que ça, la lecture de ces sujets-là. Je dis pas que c'est simple, sauf que s'il y a un courage politique au niveau européen pour dire... Il est peut-être pas là, hein, donc on peut considérer que Lactalis a bien fait pour lui, pour préserver, puis peut-être pour préserver aussi la production, sauf que les consommateurs, dans leur grande majorité, demandent un peu plus d'informations. Donc sur les produits qu'ils consomment. Donc du coup, quand Lactalis fait tout pour qu'on fasse sauter l'étiquetage, ma foi, c'est pas le signal qu'on attendrait pour le consommateur. Donc politiquement, si on veut suivre le consommateur, demain, ça fera sans doute partie des choses qu'on réglementera et sur lesquelles il y aura une législation européenne sur l'étiquetage et donc tout le monde rentrera dans le rang. Donc à vous écouter, vous êtes un ami de Balance ton origine, la fameuse démarche initiée par le think tank Agri-Agro des Échos. Mais exactement, en tout cas, je suis pour qu'on essaye d'apporter, encore une fois, je le redis comme en introduction, le plus de rationalité aussi dans la construction justement de cette politique alimentaire et à tous les niveaux, au niveau européen, au niveau français, puis après au niveau un peu plus local aussi. Merci Jérémy Deserle. Merci à vous. Voilà pour cette ouverture, j'allais dire, de cette matinée Demain l'agriculture. On continue, on va parler toute la matinée de souveraineté alimentaire. Vous le verrez, à chaque fois, on commencera par reposer les enjeux du sujet. C'est quoi la souveraineté alimentaire et comment peut-on y répondre? Quel levier actionner? Tout de suite, David Barou et ses invités.
Rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première table ronde de la matinée de Demain l'agriculture. Olivier a bien présenté le débat, la parole aux politiques aujourd'hui, et maintenant la parole aux experts. La question du jour, c'est la souveraineté agroalimentaire. On l'a vu dans leur première table ronde, les chiffres montrent que l'excédent commercial français sur ce front se dégrade. En même temps, on a réussi à se nourrir l'an dernier. Donc on a à la fois une situation qui se dégrade sur le front de la production, et on a en même temps une situation qui n'est pas si catastrophique que ça. Pour parler de ce sujet, 4 experts autour de moi, 2 ici et 2 à distance. Je vais vous les présenter rapidement. Pascal Lamy, qui a été de 2005 à 2013 à la tête de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et qui est aujourd'hui à la tête du Forum de la paix et à l'Institut Jacques Delors à Bruxelles. À distance aussi, Sébastien Abyss, qui est le directeur du club Déméter, un spécialiste de toutes les questions agricoles et agroalimentaires. Et à côté de moi sur le plateau, Philippe Chapuis, qui est le directeur de l'agroalimentaire au Crédit Agricole. Et à ma droite, Baptiste Bagnier, qui est associé chez PwC, en charge, entre autres, des questions d'agriculture, d'agrobusiness et du monde coopératif. Avant de se lancer dans un débat pour que vous puissiez chacun donner votre point de vue sur cette question de la souveraineté agroalimentaire, je vais passer la parole à Baptiste pour objectiver en quelque sorte le débat. Un consultant qui nous présente quelques slides, c'est normal, mais elles ne seront pas trop longues. L'idée, c'est d'avoir des chiffres pour regarder dans quelle situation on est aujourd'hui, comment fonctionne cette agriculture française, notre agrosystème, et est-ce qu'effectivement la situation évolue dans un sens positif ou négatif. Baptiste. Oui, bonjour. Donc effectivement, je proposais de reposer quelques chiffres liés à cette chaîne de l'agroalimentaire. Donc j'ai repris ici les chiffres en fait issus des douanes qui donnent les éléments d'import et d'export sur l'intégralité de la chaîne agroalimentaire, ce qui comprend aussi bien toute la partie intrant, c'est-à-dire le machinisme agricole, les engrais, les semences et ainsi de suite, toute la production de produits bruts issus de l'agriculture ou de la pêche, et puis également toute la partie transformation. D'accord. Ce dont on se rend compte, en fait, c'est que finalement, les imports ont effectivement augmenté depuis 8 ans maintenant, d'à peu près 20% sur la période. Mais les exports également ont augmenté d'à peu près 10% sur la même période. Alors c'est dur parce que vous n'avez pas le retour, vous n'avez pas le slide sous les yeux. Non, vous les avez bon, je l'ai. Ok, merci. d'accord. Je vous remercie. Donc effectivement. Et puis en haut, on retrouve toute la balance, l'excédent. Alors ça reste un excédent, mais c'est effectivement un excédent qui a perdu 35% depuis 2012. Après, dans ces exports, effectivement, on a les vins, les spiritueux, le champagne, le cognac que tout le monde connaît bien, on a les céréales, on a des éléments importants, mais néanmoins, ça reste une part minoritaire, on va dire, de nos exports. Donc oui, on exporte aujourd'hui également de façon significative. Alors, si maintenant on rentre un peu dans ces imports, dans ces 60 milliards d'imports sur l'ensemble de cette chaîne, donc j'ai repris ici à gauche les grandes catégories de produits. Et on se rend compte que côté intrant, on importe beaucoup de machinisme agricole, notamment de tracteurs, d'accessoires. Et finalement, c'est plus de 4 milliards d'euros par an, donc quelque chose d'assez significatif. Au-delà, également des engrais ou des produits de protection. Côté produits bruts, on importe évidemment beaucoup de légumes, de melons, notamment de pays limitrophes. Et puis côté transformation, qui représente à eux seuls quasiment en fait les 2/3 de nos imports, on importe de la viande, beaucoup de viande, c'est effectivement des sujets dont on parle régulièrement, mais on importe également des choses qui viennent de pays un peu plus lointains, du thé, du café, du cacao, et puis on retrouve ici également toute la partie huile, tourteau, dont on entend régulièrement parler. Donc oui, on importe 60 milliards d'euros à peu près par an, mais voilà comment ça se répartit. Après, si on regarde également les pays, et c'est ça qui est intéressant d'où on importe, quand on prend le top 5 des pays d'où viennent nos importations, qui représentent à eux seuls quasiment 60% en fait des imports, et c'est significatif, en fait, ce sont des pays de l'Union européenne, proches, voire en fait limitrophes de la France. Allemagne, Espagne, Belgique et ainsi de suite. Donc on est finalement, dans ces cas-là, plutôt sur des logiques de flux, en fait, où certes on importe, mais on exporte également chez eux, et c'est souvent plutôt une logique d'optimisation logistique, ou dans certains cas de spécialisation de certains pays sur certains types de produits, ou certaines gammes de produits avec des pays limitrophes. Donc oui, au global on importe, mais on importe beaucoup aussi auprès de pays vraiment très proches. Au sein de l'Europe. Donc donc la question que vous me posez, la question de la souveraineté, est-ce qu'elle mérite d'être posée? Évidemment oui, et je pense que la crise de l'année dernière a bien montré que si l'agriculture avait une vraie résilience et a su tous nous nourrir quand même, notamment durant le premier confinement où cette question était importante, on a eu des ruptures, on a eu des questions qui ont été posées à ce moment-là, donc oui, la question a vraiment beaucoup de sens. Alors peut-être pour approfondir le sujet, une des façons, c'est de reprendre en fait les conclusions d'une étude que nous avons fait l'année dernière, depuis l'été dernier en fait, avec
avec le Conseil national des achats, France Industrie, la DGE et un certain nombre d'entreprises qui visaient à identifier les catégories les plus propices et prioritaires à des logiques de relocalisation ou de localisation quand on parle de nouvelles filières. Et en fait, toute l'approche là-dessus a été, j'ai repris les critères, a été d'intégrer au-delà des montants bruts, qui ont certes du sens, mais qui ont des limites, également d'autres critères comme est-ce que le maillon en question est un élément critique en fait pour toute une chaîne agroalimentaire? Quelle est la part en fait de ces imports par rapport à la demande globale? C'est évidemment pas la même chose si on importe 5% de ses besoins que 95% de ses besoins. Et puis également, d'où viennent ces importations? Est-ce que ça vient d'un pays limitrophe, proche, avec un risque peut-être limité, ou est-ce que ça vient d'une destination plus lointaine? Et peut-être qu'on n'a pas le choix sur on va dire, les origines de nos imports. Donc je ne vais pas redétailler les différentes catégories, mais ce qui était intéressant, c'était qu'il y a quand même deux grands cas qui apparaissent. En fait. Le premier, c'est vraiment une logique de risque. C'est vraiment une logique on est sur des chaînes de valeur parfois qui sont complexes, qui sont longues. Et certes, on ne construit pas des fusées, mais si on n'a pas de pièces de rechange pour le tracteur, si on n'a pas de produits sanitaires vétérinaires, pardonnez-moi, pour les animaux, si on n'a pas tout simplement d'emballage pour la farine, ça avait fait débat, et bien finalement, c'est toute une chaîne qui peut être paralysée. Donc, identifier ces zones de risque et arriver à sécuriser l'approvisionnement, soit en relocalisant une partie, soit en sécurisant ces approvisionnements, est évidemment une question clé. Et je pense que les différents plans protéines qui ont été lancés depuis quelques années, c'est aussi cette logique de gagner en indépendance sur le sujet de la nutrition animale, par exemple. Le deuxième cas, c'est que, en lien avec l'innovation, mais aussi en lien avec nos changements d'habitudes alimentaires, en fait, nos besoins évoluent, les productions évoluent, et certains domaines, finalement, qui étaient assez peu critiques ou qui sont assez peu identifiés comme assez peu significatifs, on va dire, en montant, montent en puissance et deviennent critiques pour les consommateurs. On peut par exemple donner l'exemple des productions bio, qui sont fortement montées en puissance ces dernières années avec une explosion de la consommation. Alors la production a suivi, clairement. Pour autant, à certains moments, sur certains types de produits, c'est plutôt l'import qui a répondu à cette demande plutôt que des produits français. Et on pourrait parler aussi des légumineuses, on pourrait parler des emballages aussi, qui sont un sujet un peu connexe, mais où il y a des vrais changements technologiques en cours. D'accord. On va revenir sur tous ces points que vous avez commencé à soulever. Je voudrais passer la parole peut-être à nos invités qui sont à distance, et puis après Philippe sur place aura l'occasion de réagir. Pour poser un petit peu le débat, Monsieur Lamy, vous avez été, je l'ai dit, longtemps à la tête de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, vocation ouvrir, favoriser le commerce, les échanges internationaux. Aujourd'hui, on parle de souveraineté. Derrière, il y a aussi un petit peu la notion de, finalement, un monde qui veut être peut-être plus protectionniste. Est-ce que, sur ce débat sur la souveraineté, vous trouvez qu'il est légitime? Est-ce qu'il vous interpelle? Est-ce que vous trouvez qu'on a raison aujourd'hui de se poser la question à l'échelle française, et après on ira sans doute à l'échelle européenne, sur la question de la souveraineté d'une manière générale? Bon, je suis assez réservé sur cette notion de souveraineté alimentaire qui évoque je ne sais quelle autarcie et qui me paraît plutôt être une sorte de mythe hérité des frayeurs ancestrales quand il y avait des famines et des disettes. Je suis par contre plus en accord avec une notion de sécurité alimentaire qui veut dire que on doit avoir une nourriture de bonne qualité, disponible et abordable, ce qui, en règle générale, implique des échanges internationaux ouverts. Et d'ailleurs, la crise Covid, dans laquelle nous ne sommes pas encore sortis, a montré que de ce point de vue-là, les chaînes d'approvisionnement alimentaire étaient finalement très résilientes. Il y a eu très très peu de pertes, à la différence de ce qui s'est passé dans l'industrie ou dans les services en matière d'équipements médicaux ou même maintenant de semi-conducteurs. Alors, cela étant dit, je ne pense pas, et depuis longtemps, qu'on puisse prêter au secteur agroalimentaire les mêmes vertus qu'en matière d'industrie ou de services à la division internationale de travail pour un certain nombre de raisons. Il n'empêche que si la souveraineté alimentaire veut dire le protectionnisme ou chacun chez soi, c'est une notion avec laquelle je ne suis pas d'accord et je la trouve même assez dangereuse parce que ça ne peut pas être le principe directeur d'une stratégie agroalimentaire française ni européenne qui doit répondre dans l'avenir à d'autres
défis, à d'autres nécessités, que cette notion de souveraineté alimentaire risque en quelque sorte, à mon avis, de masquer, d'obscurcir. Le vrai sujet pour l'avenir, et j'en termine par là, c'est de développer un modèle européen et donc français, et donc européen, basé sur la qualité, basé sur la valeur ajoutée, et qui entre enfin de plein pied dans la transition écologique, ce qui pourra justifier certaines protections à la frontière de l'Union, comme ça a souvent été le cas, mais plutôt de l'ordre des modes de production, des pratiques agricoles, de l'impact des activités agricoles sur l'environnement. Et il me paraît clair que nos producteurs, nos transformateurs ne doivent pas être pénalisés par rapport à d'autres producteurs mondiaux, et vice-versa, par des normes de qualité environnementale qui vont inévitablement augmenter. Et à mon avis, la grande question, c'est, si l'on admet que c'est ça le vrai sujet, comment faire avec les agriculteurs, avec la profession agricole, pour mettre au point un modèle qui effectivement permette des échanges ouverts et, si possible, équilibrés. Je m'éloigne donc un peu de cette notion de souveraineté alimentaire telle qu'il me semble que vous l'entendez. Mais je pense qu'on va en reparler. Effectivement, l'impact des normes, l'impact sur les prix, ça fera partie du débat. Une deuxième question, Monsieur Lamy, avant de passer la parole à Sébastien Habis. Quand vous étiez à la tête de l'OMC, l'agriculture a toujours été un sujet un petit peu à part. Ça a toujours été un sujet dans lequel il y avait des tas de règles spécifiques. Attention, accord de libre-échange, mais on faisait attention pour les produits agricoles. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a une plus grande sensibilité encore sur ces sujets, ou est-ce que finalement, c'est une question spécifique qui s'est toujours posée, une question qui s'est toujours posée, ou est-ce qu'il y a une plus grande sensibilité aujourd'hui autour de cette thématique quand on parle de l'alimentation ? Une bonne question. C'est une question qui s'est toujours posée parce que, comme je viens de le dire, on ne peut pas prêter les mêmes vertus à l'ouverture des échanges, à la division internationale du travail, à la spécialisation, en matière de production agricole qu'en matière de production industrielle ou de services. Pour des raisons dans lesquelles on n'a pas le temps de rentrer, qui tiennent au fait qu'il y a des aléas climatiques, que quand vous avez planté un champ, vous ne pouvez pas changer en milieu de saison sous prétexte que la demande des consommateurs a changé, parce que la mobilité du capital essentiel qui est la terre n'est pas assurée comme elle l'est en matière d'industrie ou de service. Donc il y a des tas de raisons pour lesquelles ça ne marche pas de la même manière, même si il y a un principe de toujours qui est que la sécurité alimentaire implique des marchés internationaux aussi profonds que possible, ne serait-ce que pour que ces aléas, ces tensions, ces chocs qui sont tout à fait spécifiques à l'agriculture n'entraînent pas des évolutions de prix trop tendues. Bon. Ça a toujours été vrai, ça reste vrai. Ce qui a changé, pour répondre à votre question, c'est que la sensibilité des questions agricoles devient de plus en plus une sensibilité environnementale. Le débat se porte de plus en plus sur est-ce que les pratiques agricoles que nous avons héritées du passé sont compatibles avec la transition écologique, et en gros, la réponse est de plus en plus non. Et nous savons que par rapport à d'autres secteurs de l'économie française et européenne, le secteur agroalimentaire doit entrer, peut-être plus tard que l'électricité, peut-être que plus tard que les voitures, peut-être plus tard que les déchets, mais dans une transformation écologique qui traite les questions de dégénération des sols, qui traite les questions d'effluents, qui traite les questions d'émissions de gaz à effet de serre. Et là, il va y avoir de nouvelles sensibilités qui vont justifier probablement un traitement particulier de l'agriculture. On parle d'ajustement carbone à la frontière pour l'acier, l'aluminium, le ciment. Le jour où l'agriculture va rentrer de plein pied dans la transition écologique, évidemment, cette question va se poser, mais comme vous le voyez, c'est une sensibilité un petit peu différente de celle qui concerne la concurrence de producteurs. On a d'ailleurs déjà un peu eu ça dans le passé. Souvenez-vous du débat, et je m'en souviens très bien, du temps de Delors à Bruxelles, du débat sur la taille des cages des poules pondeuses. C'est vrai que, disons, quand les Européens ont commencé à mettre des normes de bien-être animal sur la taille minimum des cages de poules pondeuses, il y a eu des distorsions vis-à-vis de l'échange international qui ont posé des problèmes. C'est ce qu'on aura de plus en plus dans l'avenir. Il faut s'y préparer et il faut bâtir un modèle qui corresponde, et
J'ai entendu tout à l'heure un plaidoyer que j'ai trouvé très convaincant de la part de votre interviewé sur la nécessité de faire coexister la diversité dans le système agricole, du point de vue de la production, du point de vue de la consommation. L'avenir, à mon avis, il est là et pas dans une espèce de gosse-plan qui mettrait tout le monde au carré. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans la PAC au cours des dernières décennies. Et donc, je crois que là, ça doit changer. Merci Monsieur Lamy. On reviendra vers vous donc un peu plus tard dans le débat, peut-être pour à la fois des mots de conclusion, mais on a encore du temps devant nous. Vous pourrez réagir aussi si vous le souhaitez, même si à distance c'est forcément un petit peu plus difficile. Je me tourne vers Sébastien Habis du Club Déméter. Sur la même question qui est celle de la souveraineté alimentaire, est-ce que, et je poserai ensuite la même question à Philippe qui est sur le plateau à côté de moi, est-ce qu'on a raison de se poser la question et est-ce qu'on se pose bien la question aujourd'hui ou est-ce que le débat est un peu trop biaisé selon vous ? Écoutez, moi je crois que c'est important que n'importe quel pays aujourd'hui, à n'importe quelle époque, se pose la question de son alimentation et de sa sécurité autour de l'alimentation. J'aime à rappeler que l'alimentation est à la fois indispensable pour tout le monde, sur tous les continents et tous les jours. Donc tout comme la santé, c'est un sujet absolument central pour notre sécurité individuelle et collective. Et donc il est tout à fait légitime que cette question soit systématiquement posée. Le problème, c'est précisément quand elle n'est plus posée ou quand elle peut être oubliée, soit par des décideurs, soit par des médias, ou pire, par la société qui considérerait que ce n'est plus un secteur ou une question importante sur laquelle il faudrait investir, sur laquelle il faudrait soutenir et sur lequel il faudrait être vigilant. Alors, ces derniers mois, on a vu parler de souveraineté parce qu'on est dans un temps émotionnel et sanitaire qui tend à renforcer parfois des pratiques un peu localistes, un peu nationalistes, et je rejoins pleinement ce qu'a dit Pascal Lamy. La souveraineté peut être un concept dangereux si précisément il est instrumentalisé à des fins nationalistes et de repli sur soi. C'est pour ça que j'ai beaucoup plus plaidé, moi, pour qu'on parle de souveraineté alimentaire solidaire, au sens où un certain nombre de géopolitologues l'ont exprimé depuis 20-30 ans dans plein de questions, d'ailleurs, mais de rappeler que l'alimentation, l'agriculture, c'est la paix, c'est les solidarités, c'est le développement dans le monde. Et donc, nous avons besoin de produire en France, nous avons besoin de produire en Europe, nous avons besoin d'être solidaires de nos territoires, de nos diversités de production, ça vient d'être dit, solidaires des qualités de production qui sont proposées en France ou en Europe et d'être du coup conscient que si certaines productions sont de meilleure qualité, elles ont peut-être un prix supérieur et on voit bien tout le problème du consentement des citoyens à payer plus cher une nourriture de meilleure qualité qui répondent à leurs propres aspirations. Donc c'est ces cohérences qui, me semble-t-il, doivent être posées. Mais j'ai beaucoup plaidé pour une souveraineté alimentaire solidaire parce qu'il n'y aura pas de souveraineté alimentaire de la France sans l'Europe. Et je crois que dans la mondialisation qui se dessine, la nécessité de plus d'Europe est tout à fait évidente, notamment d'un point de vue agricole alimentaire, parce que depuis plus d'un demi-siècle, l'Europe est la plus belle réponse de sécurité alimentaire à l'échelle du globe. Je rappelle que notre situation aujourd'hui est exceptionnelle par rapport au reste du monde. Il faut quand même en avoir conscience. Je rappelais ce week-end dans une tribune dans un magazine français qu'on passerait probablement la barre du milliard de personnes qui ont faim à la fin de l'année 2021 en raison du Covid. Donc il faut avoir conscience quand même quand on est européen, français, de la chance extraordinaire. Nous avons une sécurité alimentaire remarquable qui a été construite depuis plus d'un demi-siècle. Et nous n'avons manqué de rien depuis plusieurs mois. Il y a peut-être eu quelques tensions sur des chaînes, Baptiste Bagné l'a dit, mais c'était des tensions tout à fait marginales, gérées, et en quelques jours, les problèmes ont été résolus. Je crois que c'est important de mettre tout ça en perspective parce qu'aujourd'hui, certains pays dans le monde ont des problèmes alimentaires de quantité. Ils sont plus impactés que les Européens par le changement climatique. Ils ont des problèmes de paix, de gouvernance, de sécurité humaine. Et le monde agricole, Jérémy Desergue l'a bien dit en introduction, le monde agricole a besoin de prévisibilité, mais c'est un monde agricole qui a besoin de paix et d'un système qui permet à des producteurs de s'inscrire dans la durée, de développer leur activité et à l'ensemble des acteurs économiques dans ce domaine de pouvoir travailler sur un temps long. Et aujourd'hui, on voit que dans le monde, vous avez même des grandes puissances agricoles, je pense à la Russie, où parce que le fonctionnement de la société et le système politique et logistique en Russie n'est pas comparable à ce qui se passe en Europe, vous avez une hyperinflation alimentaire. Les prix des produits de base en Russie ont doublé, voire triplé depuis 12 mois. Nous sommes à l'abri
depuis un an, malgré la crise du Covid en Europe et en France, nous sommes à l'abri d'une inflation alimentaire. Donc nous avons un système qui est extrêmement performant, qu'il faut plutôt cultiver dans la durée, plutôt qu'essayer de tout casser, tout réformer. En même temps, Pascal Lamy l'a dit, on a des producteurs européens à qui on demande de nourrir la population, même en temps extraordinaire. Donc heureusement qu'ils le font en temps ordinaire d'ailleurs. Et on leur demande en même temps de réparer la planète, puisqu'ils sont aux premières loges des transitions et du développement durable. Donc c'est une équation extrêmement complexe qu'on leur assigne. Il faut pouvoir les accompagner, il faut pouvoir respecter ces métiers. Il faut surtout peut-être donner envie à la société contemporaine de faire de ces métiers des beaux métiers dont on peut vivre dignement, avec des revenus, avec des perspectives de développement, une reconnaissance sociale. Et c'est à la fois les métiers agricoles, c'est aussi tous les métiers agro-industriels. Il y a un gros défi de renouvellement des générations en agriculture en Europe. Il y a aussi un grand défi d'attractivité des métiers dans l'industrie. Et au moment où on parle de réindustrialisation, je crois que tout ça est important. Mais je voudrais finir sur un point sur la souveraineté alimentaire solidaire. Pas oublier nos enjeux à l'international. L'Europe, la France contribuent aux équilibres alimentaires mondiaux. On exporte des produits. Baptiste l'a dit. C'est aussi parce que l'excellence des productions européennes est reconnue. Nous avons des excédents qui permettent de mobiliser des surplus. Ça ne se fait pas au détriment des consommateurs européens et français. Et en même temps, nous avons des importations du reste du monde parce que certains produits ne viendront jamais d'Europe et que les consommateurs se sont habitués à en avoir tout au long de l'année. Donc cette solidarité à l'échelle internationale, c'est beaucoup de bon sens. C'est parfois du circuit long qui complète du circuit court. Je rappelle quand même, pour figer un peu ce débat sur circuit long, circuit court, qu'à l'échelle du monde, 90% de la nourriture qu'on produit reste à domicile dans le pays où elle est cultivée et où elle est transformée. Donc il faut un peu évacuer l'idée d'une hypermondialisation de nos assiettes. Nous avons parfois des circuits longs à table, mais sur le même repas, nous pouvons avoir des circuits courts. Et donc c'est toujours ce pluriel et ces combinaisons qu'il faut pouvoir regarder. La France n'y échappe pas, même si j'évoquerai peut-être tout à l'heure un grand levier de renforcement de sécurité alimentaire ou de souveraineté en France à propos des produits de la mer dont il ne faudrait pas taire l'importance dans les assiettes des consommateurs. Une petite question avant de passer la parole à Philippe, mais une réponse peut-être plus courte. En gros, ce que vous décrivez, c'est on n'est pas si mauvais, on s'en est plutôt bien sorti à la fois à l'échelle de la France et à l'échelle de l'Europe. En même temps, on sent le débat monter en France sur cette question de souveraineté et de relocalisation de manière générale. Et l'agriculture, l'agroalimentaire n'a pas été épargné par ce débat. Est-ce que c'est pas quand même le signe que sur la durée, on le sait, notre balance commerciale s'est dégradée, qu'on parle tout le temps de problèmes de compétitivité par rapport à l'Allemagne ou par rapport à d'autres pays? C'est-à-dire, on va bien, mais est-ce qu'on va pas quand même un tout petit peu moins bien qu'il y a quelques années? Si, exactement. Je pense que votre question, vous avez déjà une réponse dans la manière dont vous la formulez. Je crois précisément que la question qui se pose depuis quelques mois, c'est est-ce que l'Europe et la France ont continué ces dernières années à avoir le même logiciel stratégique pour leur sécurité alimentaire et leur place dans la mondialisation comme nous l'avons eu au début de la construction européenne ou même à la fin du XXe siècle. Et la question est posée d'autant plus que dans le monde entier, nous avons une accélération des stratégies de la part d'États, de la part d'entreprises, de la part de fonds d'investissement autour de ces questions agricoles et alimentaires parce qu'elles sont absolument fondamentales, encore une fois, pour la paix dans le monde, des alliances dans le monde, des coopérations, de l'innovation, des transitions écologiques. Et donc, on a peut-être aujourd'hui eu le sentiment, avec cette crise du Covid, d'avoir une accélération potentielle de freinage qu'on avait mis en place en Europe et en France, et d'autant plus qu'on a peut-être perdu du temps ces dernières années à faire des débats parfois antagoniques au niveau européen et français entre des producteurs, la société, l'écologie versus l'économie. Je crois qu'il faut avoir une approche globale, Jérémy De Cercle l'a dit, mais une approche géopolitique. Et je pense que la Commission européenne, quand elle dit qu'elle maintient l'objectif du pacte vert européen, mais en même temps qu'elle veut redevenir une commission géopolitique, les questions de sécurité alimentaire l'incarnent parfaitement. Encore une fois, nous devons produire, nous devons peut-être produire différemment demain, mais nous devons maintenir une production. Et donc, dans la question que vous posez, je crois qu'en filigrane, c'est est-ce qu'on prend le risque de ne pas maintenir au niveau agricole et alimentaire toute la vigilance politique, stratégique qui a été celle de l'Europe et de la France pendant un demi-siècle? Est-ce qu'on devrait changer cette vigilance, sachant que ces dernières années, peut-être certains ont été tentés de dire que ce n'était plus un secteur d'avenir? Et est-ce que cette vigilance, tout en la cultivant, cette performance tout en la maintenant, nous y mettons les mêmes moyens que certains acteurs qui, sur la scène internationale, ont plutôt mis le turbo sur ces questions?
Merci beaucoup pour l'avoir lancé le débat ici, Sébastien. Vous avez aussi, en tant qu'auditeur, la possibilité de poser des questions sur le site. Vous savez où cliquer pour poser des questions. Je vais passer maintenant la parole à Philippe et ensuite on reviendra vers Baptiste avec en gros que faire, et on fera un deuxième tour de piste qui sera malheureusement plus court un peu avec les uns et les autres à distance et sur ce plateau sur si on veut améliorer cette souveraineté agroalimentaire en France et en Europe, qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète. Peut-être sur ce débat, Philippe, sur se poser la question, les experts ont déjà dit des choses, vous êtes au contact quotidien de ce monde agricole. Est-ce que vous trouvez que le débat est aujourd'hui légitime et bien posé en France? Est-ce que vous êtes plutôt inspiré par ces débats? Le débat est en effet parfaitement légitime pour plusieurs raisons, et tout a été quasiment dit jusqu'à présent. C'est difficile de passer en troisième. C'est difficile, surtout derrière de tels experts. Non, moi je le situerais plutôt au niveau économique, puisque si la question de la qualité de l'alimentation, avec les aspects sanitaires que ça recouvre, n'appelle pas de questions particulières, il n'empêche pas moins qu'il ne faut pas perdre de vue que l'agriculture et l'agroalimentaire sont des activités extrêmement structurantes et qui caractérisent nos territoires. Ce il ne faut jamais oublier et avoir en tête, c'est que nous sommes la première agriculture européenne, le premier cheptel bovin européen, et nous avons des acteurs nationaux qui sont des acteurs extrêmement performants, mais j'y reviendrai. Et donc, la question qui va se poser, c'est que n'oublions pas que 70% des produits alimentaires sont produits sur le lieu où ils sont transformés sur le lieu où ils sont produits. Autrement dit, c'est une industrie de territoire. Et ça, c'est absolument fondamental. Quand on va en Grande-Bretagne, quand on se promène en Grande-Bretagne, on voit des ronces partout. On a tous les uns et les autres, quand on se promène en voiture dans notre pays, l'été, c'est un émerveillement. Et donc, la question qui va se poser, c'est la structure des filières. Si demain, on abandonne telle ou telle production, fondamentalement, vous allez avoir des points de ce territoire qui sont des points abandonnés. C'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de menace. C'est parfois le cas. Comme mon accent l'indique, j'ai grandi dans le Midi, je connais très bien l'Aude. Quand vous partez de Narbonne à Carcassonne aujourd'hui, auparavant, il y avait des vignes partout. Maintenant, vous avez des friches. Il reste quelques friches, mais vous avez des friches. Et donc, je pense que la question de la sécurité alimentaire, sur laquelle je ne reviendrai pas, puisque je partage tout ce qui a été dit, mais il faut aussi la voir sur un angle économique, sur un angle aménagement du territoire, et essayer de tenir compte de ce qu'a indiqué Baptiste et de ce qu'ont indiqué Baptiste et Sébastien, à savoir la perte de performance de notre industrie. Aujourd'hui, quand vous avez 70% de la volaille qui est destinée à l'industrie qui est aujourd'hui importée, il faut tout de même qu'on se pose des questions. Oui, on mange plus de poulet, mais on en importe de plus en plus. Voilà. Et ceci pourquoi ? Ceci parce que finalement, notre capacité à produire certaines productions s'est étiolée dans le temps pour des raisons qu'on connaît tous, qui sont fiscales, qui sont réglementaires, qui sont liées à des autorisations administratives. Et donc, ce qui fait que notre économie de l'agroalimentaire est une économie qui s'est appauvrie. Celle de l'agriculture est de plus en plus soumise, malheureusement, aux aléas conjoncturels, aux aléas climatiques et à des contraintes qui sont de plus en plus fortes. Ce qui fait que nous avons une économie de l'alimentation qui est une économie qui est en train de s'appauvrir. Sébastien et Pascal ont commencé à l'évoquer. On a, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, on va sans doute imposer plus de normes. Sébastien me disait, est-ce qu'il y aura un consentement à payer de la part des consommateurs si demain ce qu'on doit consommer coûte un petit peu plus cher? Est-ce que vous, si vous vous placez du point de vue du monde agricole ou des filières agroalimentaires, est-ce que vous avez le sentiment que c'est des filières qui sont prêtes à encaisser ce choc des normes sans traduire ça par une inflation que le consommateur sera, il faut être honnête, même pour le bio, pas totalement prêt à payer dans des proportions trop importantes? Clairement non. Clairement non. Je pense qu'inévitablement, si on veut... En fait, c'est ça, c'est simple. Le prix est capé par la demande. Autrement dit, vous savez qu'il y a une compétition qui est assez féroce entre les anciennes de distribution. Et ensuite, dans la chaîne de valeur, il y a à peu près
il y a à peu près toujours la même valeur ajoutée qui monte ou qui descend. Quand les prix des matières premières sont hauts, c'est les industriels qui gagnent moins parce qu'ils encaissent. Quand les prix des matières sont bas, c'est les industriels qui gagnent un peu plus et les agriculteurs qui ont moins de revenus. Il n'y a pas vraiment de marge d'ajustement, quoi. Il n'y en a pas. Et c'est tout le problème de notre pays. C'est-à-dire que la répercussion de l'évolution des prix fait que, comme elle n'existe pas, en fait, c'est les éléments de la chaîne de valeur qui, d'une année ou l'autre, en fonction de la conjoncture, s'appauvrissent. Et c'est tout le problème. Donc si on veut à la fois avoir une agriculture performante, avoir des industriels compétitifs et avoir des distributeurs qui gagnent correctement leur vie, parce que contrairement à ce qu'on dit, ils ne gagnent pas tant que ça, eh bien, il faudra, à quelque part, que les prix augmentent un petit peu. Ça me paraît inévitable. Alors, tour de table, essayons de le faire relativement rapidement. J'ai aussi des questions qui sont tombées. Je pense que je n'aurai pas le temps de toutes les poser, mais je voudrais aussi repasser la parole à Baptiste et à nos deux invités à distance, Pascal et Sébastien, sur qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, il n'y a pas, tout à l'heure, Olivier parlait de baguette magique, personne n'a de baguette magique, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de répondre un peu de manière positive à améliorer notre souveraineté agroalimentaire en France ou à l'échelle européenne? Est-ce qu'il y a une ou deux pistes qui, selon vous, mériteraient d'être creusées? Je passe d'abord la parole à Baptiste et puis ensuite Pascal à distance. Alors, j'ai effectivement pas de baguette magique. Après, vous avez dit un mot filière qui est effectivement important. Et moi, ce que je retiens, c'est que toutes ces logiques-là, c'est des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. En fait, la production, on ne peut pas faire quelque chose sans que la transformation, la distribution suivent derrière. Donc, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs. Et deux facteurs clés de succès pour moi là-dessus, c'est une approche long terme, en fait. Ça demande des investissements, ça demande de la visibilité dans le temps sur ses débouchés ou son sourcing selon qui on est. Donc ça demande de l'engagement, de co-construire les choses à plusieurs, et ça demande du temps. Notamment quand on parle d'agriculture, en fait, c'est pas des choses qu'on peut, vous l'avez dit, on peut pas tous les 6 mois changer son assolement, changer les choses, etc. Changer ses méthodes de production, ça demande du temps. Donc il faut s'inscrire dans le temps, prendre des engagements, créer de la confiance entre les différents maillons de la chaîne pour pouvoir le faire. Merci. Pascal, votre baguette magique sur un début de solution pour essayer de renforcer, sans se refermer et basculer dans une forme de protectionnisme, mais améliorer notre situation sans le faire au détriment des autres. Alors, on n'a pas le retour, j'ai l'impression. Peut-être votre micro est coupé, Pascal. Regardez si votre micro n'est pas coupé. Oui, j'ai coupé mon micro. Voilà, on vous entend. Alors, voilà. Non, d'abord, merci à mes copanélistes et même un peu à vous d'avoir glissé sémantiquement du point de départ qui était la souveraineté alimentaire vers la sécurité alimentaire. Je crois que c'est une leçon à tirer pour la suite. Ensuite, sur le fond, je crois que, et ce débat le montre très bien, le problème de l'avenir, c'est comment rester compétitif et faire vivre nos territoires dans la transition écologique. C'est ça la question. C'est celle-là qu'il faut résoudre. On n'est plus, si je puis dire, et je l'ai dit dans d'autres enceintes, on n'est plus dans le protectionnisme. Il ne s'agit pas tellement de protéger les producteurs, il s'agit de travailler avec des niveaux de précaution qui sont nécessaires sur le plan sanitaire, qui sont nécessaires sur le plan environnemental. Et je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait que ça implique de réviser le modèle européen par, en quelque sorte, co-création entre les pouvoirs publics, les transformateurs, les producteurs, les consommateurs, qui devront probablement accepter de payer un peu plus cher, y compris si on met des mesures d'ajustement environnemental agricole à la frontière, ce qu'il va probablement falloir faire dès lors que les agriculteurs rentreraient de plein pied dans la transition écologique. Et je crois que c'est effectivement de la diversité, de la co-création, des filières, du bio, plus ou moins, en fonction de ce que le consommateur est prêt à payer. Et je crois qu'il faut se lancer dans quelque chose qui gardera les vertus d'un modèle agricole européen, qui est d'ailleurs dicté par notre civilisation, par notre climat, par notre géographie, par nos habitudes alimentaires. Il y a donc une identité agroalimentaire européenne qui, comme il a été dit pour l'instant, se porte pas si mal. Et sur le plan international, je crois qu'il faut rester dans l'idée qu'il nous faut produire de la valeur ajoutée. D'ailleurs, quand on regarde le modèle agricole européen par rapport au modèle américain ou au modèle chinois, qui sont les deux grands qu'on doit avoir en tête pour l'avenir, au fond, on est meilleur. Pourquoi ? Parce qu'on exporte plus de valeur ajoutée que les autres. Et si on exporte plus de valeur ajoutée, c'est d'un certain point de vue qu'on a davantage d'aptitude
au travail de ce qui sort de la terre. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il n'y a pas de raison d'être pessimiste. Merci Pascal. Sébastien, vous l'avez peut-être déjà évoqué rapidement tout à l'heure et on sent bien à la fois dans ce que dit Baptiste sur la nécessité du long terme et dans ce que vient de dire Pascal sur la nécessité de travailler autrement à l'échelle européenne. Est-ce que finalement ce dont on a besoin c'est d'un nouveau souffle européen, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle PAC? Est-ce que c'est par là que ça passe en fait, plus de souveraineté et de sécurité à la fois? Oui, je pense qu'il faut peut-être juste étirer un peu plus les regards, hein, c'est-à-dire remettre de la géopolitique au sens noble du terme quand on parle de sécurité alimentaire ou de souveraineté alimentaire solidaire. Plus de géopolitique dans un contexte où il va falloir encore une fois réduire l'empreinte environnementale de ces secteurs d'activité. Et ça, de toute façon, cette équation n'est pas négociable. Le chemin est tout indiqué. Et donc, je pense que quand cette nouvelle commission, il y a un peu plus d'un an, s'est installée avec ces deux mots-clés de pacte vert et de géopolitique, elle était dans la bonne équation et dans le bon chemin à suivre pour que l'Europe ait sa place dans une mondialisation qui se transforme. Il faut avoir conscience qu'on est quand même en train d'être déclassé dans plein de secteurs d'activité, mais que dans le domaine agricole alimentaire, l'Europe a sa taille sur un planisphère qui grandit significativement et qui nous redonne une certaine centralité stratégique. Pascal Lamy l'a dit, et c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai pour la France. Moi, si j'avais un propos à tenir sur les étapes d'après, on parle beaucoup des productions de la terre quand on parle d'alimentation, et c'est juste. Je pense qu'il faut jamais oublier la question des produits de la mer, d'autant plus que à l'échelle européenne, mais encore plus à l'échelle française, où nous avons 85% de nos protéines aquatiques consommées qui viennent de l'importation. Donc on importe peut-être beaucoup de fruits et légumes, mais on importe surtout beaucoup de produits de la mer. Or, je rappelle que la France est la deuxième puissance maritime mondiale, qu'on a l'ambition de redévelopper une économie bleue et qu'il y a 50 ans, l'aquaculture était sur le plan technique et scientifique une des meilleures inventions des instituts français. Nous n'avons pas misé du tout sur l'économie bleue alimentaire. La pêche aujourd'hui est fragilisée par l'accord de Brexit, je ne rentre pas dans les détails, et l'aquaculture est un secteur complètement sous-investi en France alors que nous avons un potentiel, et nous avons aussi des territoires ultramarins qui peuvent nous aider à renforcer ces productions de la mer. Sauf erreur de ma part, les consommateurs européens et français ne mangent pas que des produits de la terre, d'autant plus que les produits de la mer bénéficient aujourd'hui d'une image santé favorable. Je trouve qu'il y a un angle mort là parce qu'on parle beaucoup d'économie verte et de la terre pour la sécurité alimentaire. Essayons de conjuguer les couleurs. Le bleu et le vert, ça peut donner une belle tonalité stratégique pour demain. Très bon point. Philippe, pour conclure, j'ai envie de vous dire, alors à l'issue de ce premier débat, plutôt optimiste, plutôt pessimiste sur ces solutions, en conclusion, vous vous dites qu'on est sur le bon chemin quand même, on a identifié les enjeux, on connaît les problèmes, on voit les solutions possibles, ou est-ce que vous vous dites quand même qu'on avance avec des boulets aux pieds et que ça va être compliqué, hein? Non, je pense qu'on est parfaitement sur le bon chemin, et j'en veux pour preuve que certaines filières ont déjà des offres très abouties. Je pense notamment à la filière E, qui a une structure qui correspond parfaitement aux attentes des consommateurs et à la demande correspondant à des nouvelles attentes sociétales. Et puis, moi, je dirais que je suis assez optimiste parce qu'en fait, on a maintenant l'habitude de travailler ensemble. Il y a eu d'abord les contrats de filière. Il y a eu les états généraux de l'alimentation. Il y a le think tank des échos, où tout le monde participe. Et donc, j'allais dire que maintenant, les distributeurs, les producteurs et les agriculteurs ont l'habitude d'échanger. Je sais que Christiane Lambert échange assez fréquemment avec la fédération de la grande distribution. Bref, je pense que tout le monde aujourd'hui pourrait se mettre autour de la table, non pas pour créer une espèce de plan, mais pour réfléchir à ce que pourrait être demain la structure de l'offre. Et notamment, et David, je sais que je t'en parle souvent, à la question des labels. Parce que le trou dans la raquette que nous avons aujourd'hui, le conventionnel est en train d'évoluer vers un conventionnel plus. Le bio, c'est le bio. Il y a un segment intermédiaire qui est en train de se privatiser. Et il ne faut surtout pas laisser privatiser les labels. Il faut que le consommateur puisse avoir confiance dans son offre et confiance dans ses labels. Il ne faut pas que chaque fois que quelqu'un met en marché soit une application, soit un produit, il crée son propre label.
c'est absolument fondamental. Il faut que le consommateur puisse se retrouver dans l'offre de consommation. Excellente transition vers mon collègue Olivier Dauvert qui va prendre en charge l'animation des tables rondes suivantes où en fait on va creuser ce sillon que vous venez de nous présenter qui est celui des relations entre distributeurs, monde de l'agriculture et monde des transformateurs. C'est tout ça dont nous allons continuer à parler. Merci à tous les deux à distance, merci à tous les deux sur le plateau. Bonne journée à tous et à toutes, mais restez pour le débat qui continue. À tout de suite. De C'est qui le patron, Guillaume Pezzali. Bonjour Guillaume, avocat, directeur associé, distribution et consommation au sein du cabinet Fidal. Et puis, à distance, Pierre-Alexandre Tellier, qui est directeur général Nestlé France, en charge de la communication de la RSE et des affaires publiques. Pierre-Alexandre, bien le bonjour. M'entends-tu ? Parfaitement bien, Olivier. Tout le monde est donc sur le plateau ou en proximité immédiate du plateau. On creuse toujours ce sillon de la souveraineté alimentaire. Alors, le premier débat
nous a mis deux lectures différentes possibles. La première, c'est la souveraineté alimentaire comme étant le fait qu'il y aurait à manger dans les assiettes de tous les Européens et de tous les Français aussi. Donc c'est le fait de remplir les assiettes. Et puis il y a un deuxième volet qui est arrivé aussi, alors un petit peu moins présent peut-être, qui est la capacité à produire. Parce que la souveraineté alimentaire, c'est avoir à manger, mais c'est aussi être capable de produire. Alors, on va recueillir successivement, l'avis de la petite marque. C'est pas faire offense, Laurent, à C'est qui le patron que d'évoquer cette démarche comme étant une petite marque, une coopérative de consommateurs d'ailleurs. On aura ensuite l'avis de la très grande marque ou de la très grande entreprise, Nestlé. Alors là, pour le coup, c'est pas faire offense non plus à Nestlé que de le qualifier de multinationale de l'alimentation. Et puis on aura l'avis du juriste, du droit, de l'avocat, parce que on a bien vu que ce sujet de la souveraineté alimentaire, il y a une approche juridique qu'il faut avoir, que ça soit sur les distorsions dans les conditions de production, dans l'équité, aussi sur l'origine et la transparence. Et donc on a envie d'y voir, Guillaume, un peu plus clair sur est-ce que le droit est l'ami ou l'ennemi de la souveraineté alimentaire. Laurent Pasquier, on va commencer avec toi, donc je le disais, cofondateur de C'est qui le patron. Première question, ta vision du sujet souveraineté alimentaire. Comment on peut définir ce que doit être la souveraineté alimentaire ? Alors moi, quand je vais dans les campagnes et que je rencontre des agriculteurs, le sujet quand même qui revient souvent, c'est le renouvellement des générations. Et si on y voit un petit peu à plus long terme, si on veut renouveler les générations, il faut quand même trouver des arguments pour que effectivement les jeunes acceptent de reprendre les fermes quand leurs parents sont d'accord. Parce que moi, je connais aussi des situations où même les parents veulent absolument pas transmettre à leurs enfants. Ils ne veulent pas infliger l'agriculture comme métier à leurs enfants. Exactement. Je trouve que c'est terrible. Et j'ai ça dans ma propre famille, donc je connais bien le sujet. Donc là, il y a deux choses importantes que réclament les jeunes. C'est du sens et de la rémunération. Donc en gros, vous dites que la souveraineté alimentaire, avant même de savoir si c'est remplir les assiettes, c'est toujours capable de produire, et notamment en France, pour le coup. Exactement. Enfin, si on veut avoir une souveraineté alimentaire, j'ai sauté l'étape, mais effectivement, il faut bien avoir de la production. Suffit pas de la demander. Si personne n'est en capacité de produire parce que au niveau de la production, c'est pas rentable et que personne ne souhaite y participer ou s'investir là-dedans, on a un blocage à un moment donné. Quand même, c'est une chaîne. Si on veut une souveraineté alimentaire, c'est pas juste dire aux Français mangez français. Il faut aussi pouvoir proposer français. Je fais volontiers l'avocat du diable. On pourrait imaginer que l'Europe se spécialise par région et que finalement la production agricole soit faite ailleurs qu'en France. On pourrait, mais c'est quand même pas ce qu'on souhaite. Et moi, dans le terme souveraineté, j'entendais la France quand même. Je ne sais pas si le sujet est européen. Pourquoi Chacun sa grille de lecture. Je ne suis pas anti-européen du tout, mais il me semble que les tendances actuelles, de par les problèmes environnementaux, etc., et d'essayer de produire aussi plus local, et de par les problèmes géopolitiques qui risquent d'intervenir. Il y a un vrai sujet là, on voit malheureusement les extrêmes qui montent, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de solution à ce niveau-là. Donc je pense que c'est un sujet qui est même au-delà même de juste l'agriculture, qui est un sujet politique majeur et qui concerne tout le monde. Il faut assumer une dimension un peu nationale au débat sur la souveraineté alimentaire. C'est ce que tu dis en gros. C'est ce que je pense, oui. Oui, je pense que c'est ce que les consommateurs attendent et je pense que c'est ce qu'ils comprennent dans le mot souveraineté alimentaire. Vu d'un consommateur en rayon, quand on lui propose un produit breton, français ou européen, il y a clairement une graduation. Exactement. Donc on peut assumer cette graduation. On peut faire ailleurs avec les Alsaciens, ça marche oui, ça marche aussi. Je crois. Donc on voit à tes yeux que la souveraineté alimentaire se place dans le registre de la capacité à produire et donc du renouvellement des générations, qui est un vrai problème aujourd'hui pour l'agriculture, puisque ce renouvellement, il n'est pas assuré. Il n'est pas assuré. Il y a un sujet. Les jeunes ne souhaitent pas le modèle de leurs parents. Donc, quand ils se lancent, pour ceux qui se lancent, ils souhaitent créer un nouveau modèle. Et en général, ça passe par de la qualité. La montée en gamme, ce qu'on appelle la montée en gamme. C'est ça qu'ils souhaitent, vers ça qu'ils souhaitent aller. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec C'est qui le patron. Donc l'un des leviers, c'est clairement la rémunération. C'est en gros, sans parler de s'enrichir, mais il faut au moins vivre plus dignement du métier d'agriculteur pour espérer qu'il y en ait demain qui continuent à le faire. Exactement. Et ça s'accompagne avec un certain sens du métier. Mais ça, c'est une préoccupation qui est assez globale maintenant en France.
voilà, on souhaite donner une direction, une mission à son métier. Et les agriculteurs le réclament. Qu'est-ce qui manque le plus à un agriculteur? Le sens ou les euros? Parce non, les euros, bien entendu, les euros. Plus avec des euros, au final. Bien sûr. Les euros est le point numéro 1. Mais il n'y a pas que l'argent qui compte pour eux. Il y a vraiment une fierté du métier. Et la fierté du métier, ça passe pas par juste je veux gagner de l'argent. Ça passe par du sens donné à ce qu'ils font. Comme tout le monde d'ailleurs. Il ne faut pas les classer différemment. Enfin, vous comme moi, on souhaite avoir un sens à ce qu'on fait. C'est qui le patron a été créé à l'origine avec un prix payé aux producteurs de 390 € les 1000 litres, comme d'autres laits équitables d'ailleurs, c'est pas le seul. Il y avait un vrai écart à ce moment-là avec le prix payé en ferme pour les laits dits conventionnels. Aujourd'hui, on a bien vu que peut-être grâce aux EGA ou une forme de culpabilisation des distributeurs et des industriels qui contractualisent plus, avec des prix qui montent année après année, au final, on se rapproche de 390. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle parce que le prix moyen du lait payé en ferme progresse? Ou est-ce que c'est une mauvaise parce que, du coup, l'avantage compétitif de C'est qui le patron pour recruter des producteurs diminue? C'est une bonne nouvelle, bien entendu. Moi, j'ai la faiblesse de penser que c'est quand même C'est qui le patron a joué un rôle dans cette modification des rayons du lait. Et on essaye de poursuivre ça. Une des missions maintenant de C'est qui le patron, c'est pas de multiplier les produits, c'est au contraire d'ouvrir les cahiers des charges pour avoir plus d'impact, pour permettre à d'autres de se saisir de ces cahiers des charges, qui incluent donc la rémunération des producteurs, et de développer de plus en plus de filières qui rémunèrent correctement les producteurs. En gros, c'est demain que des petits Suisses soient faits avec du lait C'est qui le patron, voilà, ou que de la brioche soit faite avec des œufs C'est qui le patron, c'est ça? Exactement. Et dans ces cas-là, ça veut dire que l'industriel aurait droit de revendiquer le mot C'est qui le patron, dont on voit qu'il a une valeur, évidemment. Voilà. C'est-à-dire qu'il doit respecter l'intégralité du cahier des charges, il doit accepter des contrôles qui sont déjà organisés pour nos propres produits. Et là, à ce moment-là, il a le droit de revendiquer effectivement le logo C'est qui le patron. Est-ce qu'il y a des industriels qui sont sur le point de franchir? Il y en a. Parce que c'est quand même pas rien, comme il y en a. C'est un changement d'échelle pour la démarche. Oui, tout à fait. C'est un changement d'échelle pour la démarche, mais c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite vraiment depuis longtemps déjà. C'est une mission que nous donnent les consommateurs à travers leur adhésion dans la coopérative. C'est pas juste de permettre de C'est qui le patron d'exister. L'objectif final derrière C'est qui le patron, c'est de changer les choses dans les filières, dans l'agriculture, et de trouver une agriculture qui est capable de s'autosuffire, de vivre par elle-même, d'arrêter d'avoir des agriculteurs qui sont dans la misère. Voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, alors pour le coup, si je suis un ami de la démarche C'est qui le patron, comme c'est public, je peux le revendiquer, il n'empêche pas moins que quand on regarde froidement les chiffres, ça reste une goutte de lait dans l'océan de la production laitière. Je crois que l'année dernière, c'était à peu près 50 millions de litres C'est qui le patron. Un peu plus, oui. Bon, admettons 60, soyons fous, mais ça ne change pas l'échelle. Et le marché du lait de consommation, c'est 2 milliards de litres. Oui. Donc, c'est quand même une goutte. Et donc, il faut quand même changer d'échelle pour que ça ait de l'effet. Parce que faudrait sinon... que ça change d'échelle, tout à fait. C'est ce qu'on essaye de faire. Au niveau de C'est qui le patron, on vise les 150 millions à terme, mais on sait très bien qu'on n'arrivera pas à crever tellement plus le plafond. Donc, d'où l'ouverture des cahiers. Donc on ouvre pour que ça permette à d'autres, à travers, parce que 2 milliards, c'est le lait de consommation, mais il y a aussi tout le lait utilisé dans les produits élaborés, et là on est à plus de 20 milliards. Donc il y a une capacité énorme. Donc, première vision de ce que pourrait être aussi la souveraineté alimentaire, celle évoquée par Laurent Pasquier, qui consiste en gros à dire qu'il n'y aura pas de souveraineté sans capacité de production. Donc, le premier sujet, avant même de savoir ce qu'il y a dans les assiettes, c'est est-ce qu'on est encore capable de produire, de quoi mettre dans les assiettes. Pierre-Alexandre Tellier, je me tourne à présent, alors c'est le grand écart de C'est qui le patron jusqu'à Nestlé. Pierre-Alexandre, même question finalement pour démarrer. La vision Nestlé de la souveraineté alimentaire, c'est quoi ? Elle n'est pas si éloignée de ce que nous disait Laurent à l'instant. Effectivement, il nous faut des agriculteurs et des agriculteurs qui vivent de leur métier pour garantir cette sécurité. Je rajouterais peut-être une étape juste avant, c'est pour qu'il y ait des agriculteurs, il faut qu'il y ait encore des sols. Et j'observais tout à l'heure le glissement sémantique de souveraineté vers sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes dans un état planétaire où la FAO nous dit que plus d'un tiers des sols sont déjà modérément ou fortement dégradés. Alors par dégradé, faut entendre assèchement, érosion, acidification, artificialisation. Enfin, je veux dire, nous avons
nous sommes dans une situation où nous ne pouvons plus nous permettre plus de dégradation de ces sols si nous voulons continuer à pouvoir nourrir les Français, les Européens, mais plus globalement la planète. Et le premier enjeu, il est sur la qualité des sols pour permettre derrière à nos agriculteurs de les cultiver et d'amener les bons produits jusqu'à nos assiettes. Vous aussi, vous dites, la première brique de la souveraineté alimentaire, c'est la capacité. Alors, Laurent l'exprimait en évoquant le nombre d'agriculteurs, parce que ça revenait à ça. Vous l'exprimez en évoquant, en gros, la capacité des sols à supporter la production agricole. C'est aussi bête que ça, mais ça démarre bien par le sol. En quoi Nestlé est concerné par le sujet de la souveraineté alimentaire? Un peu, beaucoup ou passionnément? Énormément. Vous le soulignez tout à l'heure, premier acteur mondial de l'agroalimentaire, premier acteur européen, premier acteur français. Nous sommes présents dans 180 pays. Évidemment, nous sommes totalement dépendants dans notre activité de la capacité des agriculteurs à fournir la matière première grâce au sol qui leur donne ces matériaux dont on a besoin. Donc oui, nous sommes complètement concernés. Et j'allais dire, être présent à une telle échelle, ça crée des responsabilités. Et en même temps, c'est tout à l'heure Pascal Lamy, je crois, qui disait que les choses ne pouvaient pas se concevoir seules, quoi. Aussi gros soit-on, on ne peut pas avoir un effet systémique et faire basculer les choses. Donc, j'étais très sensible tout à l'heure à ce concept de co-création qui implique tous les acteurs de la chaîne. Mais Pascal Lamy rajoutait bien tout ce qui était pouvoir public, qu'ils soient nationaux ou Commission européenne, par exemple. Oui, Pierre-Alexandre, mais pour être un peu cynique, et volontairement, évidemment, pour alimenter le débat, dans l'absolu, Nestlé, qui a une usine qui transforme des céréales en France pour faire des céréales pour le petit déjeuner, le jour où en France on ne produit plus parce qu'il n'y a plus assez d'agriculteurs, comme l'évoquait Laurent, c'est pas grave, vous mettrez l'usine en Pologne, en Roumanie ou dans les plaines d'Ukraine, pourquoi pas? Alors, est-ce que c'est trop cynique de le présenter comme ça? Ou est-ce que c'est finalement un peu réaliste quand même? Parce que vous irez là où la matière première sera produite. C'est pas cynique, ce serait suicidaire de raisonner comme ça. On parlait tout à l'heure d'aménagement du territoire. Moi, à l'instant de la qualité des sols, un sol vivant, il faut qu'il ait une multiplicité de cultures régulières pour se régénérer. Si vous décidez de foncer dans l'hyperspécialisation et d'accorder à une région les céréales, à une autre les légumineuses et ce genre de choses, vous allez user les sols partout où vous opérez. Donc aujourd'hui, nos usines, et on doit en avoir 18 en France, j'allais dire, elles sont dans les campagnes, elles sont au cul des champs. Oui, mais les usines de céréales, elles sont plutôt dans des endroits où on produit plus de céréales que d'élevage laitier. Par exemple, de la même chose, les usines, les laiteries, on les a mis plutôt dans des zones laitières que dans des zones céréalières. Donc, il y a déjà de fait une spécialisation. Donc, je reviens sur ma question. Est-ce que le jour où, éventuellement, dans un scénario catastrophe, la France ne produirait plus assez de céréales, ça embêtera Nestlé, mais vous déplacerez l'usine. Voilà, point, pour aller mettre en Ukraine. Admettons. Non, je crois pas. Je crois, et d'abord, et c'est ce que je soulignais, parce qu'il est impératif de garder nos cultures, notre grandeur, notre compétitivité, ce savoir-faire français en matière agricole. Et aujourd'hui, l'enjeu, j'allais dire, est plus de s'inscrire dans la revitalisation durable des sols que de se demander où on mettrait les usines. On le disait, le travail des agriculteurs, l'évolution des pratiques s'inscrit dans un temps long. Toute la chaîne de valeur derrière doit s'inscrire dans le même temps et faire évoluer petit à petit toutes ces pratiques pour sécuriser durablement notre approvisionnement en qualité et en quantité. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement dans ces cas-là? Ce que peut faire un groupe comme Nestlé sur le sujet des sols, par exemple. Est-ce que vous avez, alors c'est peut-être naïf là pour le coup, est-ce que vous avez des ingénieurs agro qui sillonnent les campagnes où vous achetez des céréales? Comment vous prenez en charge ce sujet dont vous avez dit que c'était l'un des défis pour la capacité de production? On s'y investit énormément pour une raison simple, au-delà de nos besoins en matières premières, c'est que les 2/3 de notre empreinte carbone sont directement liés aux achats de matières premières. Donc pour nous,
la capacité à retirer le CO2 qui se trouve dans l'atmosphère pour le remettre dans les sols où il devient un élément nourricier fondamental, c'est quelque chose de vital. Donc, qu'il s'agisse des expériences que nous menons et que nous essayons d'intensifier sur l'agriculture régénératrice pour faire basculer par palier, 20% à l'horizon 2025, 50% à l'horizon 2030 et 100% à l'horizon 2050, nos approvisionnements en agriculture régénératrice, c'est quelque chose d'indispensable pour nous. Mais en même temps, c'est juste le respect des accords de Paris. Donc cette neutralité carbone, elle est vitale et elle passe par le sol. On peut y rajouter d'autres techniques comme l'agroforesterie, mais c'est vraiment à ce niveau-là qu'il nous faut agir. Et j'allais dire, notre responsabilité d'industriel, et c'est Laurent qui le disait très bien tout à l'heure, c'est d'offrir de la visibilité, des débouchés, j'allais dire quelque part être capable de rémunérer le risque que prend l'agriculteur en faisant évoluer ses pratiques pour passer d'une agriculture conventionnelle vers une agriculture régénératrice. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la rémunération de ce risque, elle n'est pas suffisante pour garantir un revenu durable, suffisant et qui permette d'assumer pour l'agriculteur ces risques-là. Donc, pour augmenter le revenu, pour augmenter le revenu de l'agriculteur, il faut évidemment, à l'autre bout de la chaîne, faire progresser le fameux consentement à payer du consommateur. Laurent, il dit en gros, nous, on a mis sur la place publique notre logo C'est qui le patron, qui a priori une valeur auprès des consommateurs, puisque toutes les sociétés d'études montrent que c'est le meilleur lancement historique d'une marque sur la grande conso en France. Est-ce que vous seriez prêt à vous saisir de ce logo C'est qui le patron pour donner plus de valeur aux produits en rayon et donc accroître le consentement à payer, parce que j'ai quand même bien compris la mécanique, Laurent, c'est quand même ça, et au final, du coup, utiliser des ingrédients qui seraient labellisés C'est qui le patron. Est-ce que cette idée-là, elle peut intéresser un grand industriel qui, par ailleurs, gère ses propres marques, parce qu'on risque d'avoir une espèce de conflit marketing, j'imagine. Quelle est la position comme ça spontanée de Nestlé là-dessus ? Au-delà du logo, il y a une chose qui me paraît fondamentale et extraordinairement intéressante dans la démarche de C'est qui le patron, c'est l'implication du consommateur dans l'expression de ses besoins, de sa volonté, de sa propension à payer pour tel ou tel service. Et oui, ce sont des discussions qu'on a pu avoir et qu'on peut avoir avec les équipes de C'est qui le patron. Il n'y a pas de raison qu'une marque, parce qu'elle est produite à plus grande échelle, ne soit pas capable de se soumettre et d'expliquer très clairement aux consommateurs tout ce qui est fait pour répondre à ses attentes. Donc oui, c'est exactement le type de démarche qui va dans le bon sens pour avoir un consommateur éclairé et qui, quelque part, exprime dans son acte d'achat le fait qu'il est en accord avec la façon dont ce qu'il achète est produit. Et qu'il accepte de mettre un peu plus à unité de besoin comparable ou à calories comparables, j'allais dire, et que ce petit plus puisse remonter par ruissellement, le fameux ruissellement des EGA. Là, pour le coup, il y a un levier possible, parce qu'il faut d'abord commencer par prendre de la valeur dans le porte-monnaie du consommateur. On regarde le côté juridique et le côté droit à présent avec notre avocat de service, Guillaume Pezzali. Voilà, rebonjour Guillaume. On va commencer pareil comme Pierre-Alexandre, comme Laurent tout à l'heure. En un mot vraiment court, parce que j'aimerais qu'on passe du temps plutôt sur les mécanismes de droit qui peuvent servir ou desservir la cause. Votre vision de la souveraineté alimentaire, vous basculez du côté remplir l'assiette ou être capable de produire l'abonné ? Alors, votre vision principale, elle est où ? C'est difficile de répondre à cette question parce que je suis observateur, moi, de ces phénomènes. Mais dès qu'on parle de souveraineté alimentaire, c'est vrai que c'est des concepts juridiques. La souveraineté, elle est prévue par la Constitution. C'est même, le saviez-vous, le premier titre de la Constitution, de notre Constitution, c'est la souveraineté. Et donc la capacité finalement du peuple à s'autodéterminer. Le pain, il faut du pain pour le peuple. On en revient quand même à ça, ça fait quand même quelques siècles que ça dure. Absolument. Donc quand on transpose finalement cette notion de souveraineté à l'alimentaire, on voit que ça prend tout son sens. Effectivement, c'est la capacité à produire, mais c'est aussi la capacité à nourrir. Mais c'est aussi, je pense, le droit finalement qui est à la source de cette capacité à pouvoir produire et de cette capacité à pouvoir nourrir. Mais c'est aussi un devoir, finalement, des politiques, des institutions, des acteurs de la filière agroalimentaire et, je dirais, de nous, citoyens, consommateurs, consommateurs,
de pouvoir préparer l'avenir et l'assurance. Vous nous dites qu'il faut les deux, en fait. En fait, c'est et la capacité à remplir l'assiette et le fait de pouvoir continuer à produire, notamment localement, en l'occurrence en France. Allons sur le sujet plus juridique et plus du droit. Après tout, c'est son terrain d'expertise, le droit, quand on est avocat. Moi, j'ai l'impression, et là aussi je vais forcer le trait, que le droit est un peu un emmerdeur pour la souveraineté alimentaire quand on la regarde au sens de la capacité à produire, notamment en France. Quand on écoute les agriculteurs et leurs récriminations, Jérémy de Serle nous le rappelait tout à l'heure, distorsion dans les conditions de production, il n'y a pas d'équitabilité entre pays, c'est bien un sujet de droit, un sujet européen. On évoquera après le sujet du décret qui a été cassé par le Conseil d'État sur l'origine du lait. Est-ce que le droit est l'ami ou l'ennemi de la souveraineté alimentaire ? Le droit, il n'est ni l'ami ni l'ennemi. Le droit, il est là pour prévoir un cadre général et pour finalement protéger aussi les éventuelles victimes d'abus. Voilà. Mais donc, là, aujourd'hui, les agriculteurs français se disent qu'ils sont victimes de distorsions. Oui, mais on ne peut pas, d'un côté, si vous voulez, dénoncer la complexité de la loi, s'offusquer finalement de la surréglementation, et puis dès qu'il y a un problème, éventuellement dans les différents... En appeler à la loi. Voilà, appeler à l'État, à l'interventionnisme de l'État pour régler tout. Voilà. Donc c'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure le problématique de la baguette magique. Mais la loi n'est pas nécessairement la baguette magique qu'on peut pouvoir sortir pour pouvoir tout régler. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Qu'est-ce qu'il y a sur la table, dans le sujet qui vous concerne évidemment, qui est le droit, pour que le sujet de la souveraineté alimentaire soit mieux adressé ? Ce qu'on constate quand même, c'est qu'on a des difficultés à atteindre la souveraineté alimentaire en France parce que finalement, il y a des différences qui sont notables, notamment des différences de structure de marché. On a une hétérogénéité quand même en France, ce qui fait quand même aussi la richesse de la France, puisque d'un côté, on a finalement un marché très atomisé, avec 450 000 agriculteurs en France. De l'autre côté de la chaîne, on a des distributeurs qui sont relativement concentrés, puisqu'on en a une dizaine, et au milieu, finalement, entre deux, on a des industriels, des fournisseurs, des coopératives qui ont des tailles très différentes. Donc la structure du marché est très hétérogène et cette hétérogénéité, finalement, elle crée nécessairement des déséquilibres. Et donc ces déséquilibres, il faut parfois les protéger. Effectivement, le droit est là pour régler ces problèmes de déséquilibre. On l'a vu, depuis une trentaine d'années, finalement, l'État, les pouvoirs publics interviennent au travers de la loi. Mais finalement, les relations commerciales sont toujours aussi conflictuelles. Et donc là, aujourd'hui, rien n'y fait. Il faut donc trouver des solutions qui permettent de modifier la manière dont ces négociations commerciales s'opèrent et dont cette relation contractuelle... La dernière loi en date, c'est la loi Egalim, issue des États généraux de l'alimentation, qui prévoit notamment qu'en gros, on inverse le point de départ de la négociation en partant des coûts de production. C'est-à-dire, en gros, on dit que, voilà, pour le lait, je crois, Laurent, je parle sous votre contrôle, mais je crois que le prix prime compris, c'est autour de 405 € la tonne, qui est le prix interprofessionnel comme coût de production de base. Et puis, on entend une petite musique qui dit, oui, mais ça, c'est de l'entente. Parce qu'en gros, on s'entend sur un prix qui est le minimum pour négocier à partir de ce prix-là. Et ça, dès qu'on prononce le mot entente et qu'on a un avocat face à soi, normalement, ça lui fait des hérissements de poils. Est-ce que finalement, là-dessus, on n'a pas imaginé une loi qui, de toute façon, ne pouvait pas fonctionner parce que le coût de production, comme base de la négo, allait être une forme d'entente, peut-être indirecte, mais entente quand même. Alors, les États généraux d'alimentation de 2017, ils sont quand même intéressants parce qu'ils ont permis d'ouvrir le débat et de permettre aux acteurs de finalement donner un horizon. Un horizon et de faire un horizon qui soit plus consensuel. Et il est clair que si on parle de souveraineté alimentaire, on ne parviendra à la souveraineté alimentaire que si on règle la problématique de la répartition de la valeur. On l'a évoqué à multiples reprises ce matin, le sujet c'est comment finalement permettre cette répartition de la valeur. Et donc le législateur et les pouvoirs publics, le gouvernement, l'ont bien compris à la suite des États généraux d'alimentation, et donc ils ont voté cette loi en mettant notamment en place ce sujet finalement de la construction du prix sur la base des coûts de production effectifs. Et notamment l'obligation de contractualiser des indicateurs pour pouvoir renégocier finalement le prix de manière plus évolutive, dans la durée de ces relations. Alors, la difficulté, l'objectif, il peut être louable, mais en fait, nous, on constate dans les dossiers au quotidien que, quand même, sa mise en œuvre, elle est délicate.
Alors pourquoi elle est délicate? Parce que ça suppose finalement, pour pouvoir savoir si la valeur elle est bien répartie parmi les acteurs, une complète décomposition du prix. Et donc décomposer le prix, ça veut dire donner les éléments à chaque niveau des coûts de production. La transparence des marges en fait. Cette transparence des marges qui est absolument indispensable finalement pour atteindre cette répartition de la valeur, mais qui doit être dans le respect des règles de concurrence. Et dès qu'on commence à parler effectivement de transparence sur les prix, dès qu'on commence à évoquer le fait qu'on pourrait éventuellement s'entendre pour pouvoir donner des indicateurs qui soient suffisamment objectifs, ça pose une vraie question, notamment d'analyse, de savoir si cette transparence pose problème au regard des règles de concurrence. J'ai le sentiment, pour être un peu provoque et en l'assumant, que finalement, pour arriver à remettre de la valeur en amont de la chaîne, il faut quand même un brin d'entente quelque part. En tout cas, il faut poser ce débat pour... C'est un gros mot, je le sais, mais bon... Il faut en tout cas poser le débat oui, mais pour bon, c'est oui ou c'est non? C'est un peu simpliste, je sais. C'est un peu simpliste, ça peut pas... Oui, mais à un moment donné, il faudra trancher. trancher. De quel côté serons-nous pour savoir s'il faut quand même accepter un brin d'entente? Les coûts de production, c'est un peu d'entente. Et il y a des filières où on n'est pas arrivé. Je pense au cas des œufs aujourd'hui, où il y a des indicateurs. On sait exactement de combien l'aliment de poule pondeuse a progressé. Et il y a des enseignes qui ont fait, mais qui ont freiné comme on n'imagine pas, pour ne serait-ce qu'accepter le principe. Alors, il y a le sujet du droit, le sujet après de est-ce que c'est possible dans la politique, parce qu'on est quand même sur un changement complet de paradigme. Mais pour autant, les autorités de concurrence, que ce soit l'autorité de la concurrence en France ou la Commission européenne, voient plutôt d'un bon œil la transparence, si elle est favorable aux consommateurs, si elle est pro-concurrentielle, si elle donne des gains d'efficacité, des gains d'efficience. Sauf que si c'est favorable aux consommateurs, il ne faut pas être polytechnicien pour comprendre qu'à l'autre bout de la chaîne, c'est défavorable aux producteurs. Je ne suis pas très intelligent, mais ça, j'ai quand même compris que quand il y en a un qui gagne dans une chaîne, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui perd. Et donc, c'est ça qu'on n'accepte pas, en fait. Oui, alors, ça pose quand même la question de savoir quel est le bilan de cette loi alimentation 2 ans et demi après son adoption. Alors, je ne vais pas faire nécessairement le bilan on n'a plus le temps, en plus. De ce que cette loi a donné, et puis je laisserai au gouvernement le soin de le faire. Mais on se pose d'ores et déjà la question de savoir s'il faut prévoir une nouvelle loi. Je ne suis pas sûr que la loi, ça soit le meilleur outil. Laurent évoquait tout à l'heure notamment les chartes, l'accès au cahier des charges, cette valeur qu'il y a derrière la contractualisation. Je pense qu'elle n'est pas suffisamment aujourd'hui utilisée, cette contractualisation. Grâce à la loi Egalim, on a une contractualisation de l'amont à l'aval. Avant, on avait une contractualisation sur l'aval, les fameuses négociations commerciales. Maintenant, on a cette obligation de contractualiser également en amont. Profitons de cette opportunité pour réécrire probablement un peu les modes de relations contractuelles. Dernier point juridique, je l'évoquais tout à l'heure avec Jérémy Desserles. On a eu, il y a quelques jours, un avis du Conseil d'État qui a donc cassé un décret sur l'obligation de mettre l'origine du lait sur les produits laitiers. Finalement, là, le droit est un peu l'ennemi de la souveraineté alimentaire, parce qu'au final, il enlève un élément de transparence qui pourrait aider le consommateur dans son arbitrage en rayon. Mais pour le coup, le droit, c'est le droit. La loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, le député européen le précisait, c'est effectivement la Cour de justice des communautés européennes qui a expliqué en fait que ce principe, ce décret qui avait été pris au niveau national était contraire aux règles communautaires et donc à réaxer finalement le droit français sur la base du droit européen. Effectivement, ça pose un problème de souveraineté alimentaire, mais je pense encore une fois que la loi n'est pas nécessairement le meilleur ami de la souveraineté alimentaire et qu'il appartient aux acteurs finalement de retravailler sur une nouvelle donne économique, une nouvelle donne contractuelle pour pouvoir justement travailler davantage sur la compétitivité hors coût et de travailler également sur la compétitivité. Donc ce qu'on appelle la soft law par opposition à la hard law, c'est notamment encore une fois ce qu'on a voulu faire avec l'origine. Absolument. C'est tenter de mettre toute une communauté d'accord sur une direction, et puis si tout le monde est d'accord, finalement, il n'y a pas de distorsion négative au détriment de tel ou tel intervenant.